Bienvenue à tous pour cette troisième séance midi Zoom sur la journée scientifique. Merci à tous d'être là. Nos 4 conférenciers d'aujourd'hui sont déjà en ligne. Anouk Lépicier, Eva Perusquet, j'espère que je le prononce comme il faut, Mélanie Lebert et Antoine Sledgers, et donc qui vont présenter 2 présentations orales et 2 blitz. Pour les participants, je vous inviterai à utiliser les icônes en bas de votre écran, donc qui vous permettent de converser. Il y a une boîte aussi, une option questions-réponses, donc vous pouvez soit lever la main, et donc, je vous donnerai la parole au moment de la discussion, ou vous pouvez inscrire vos questions dans l'option questions-réponses ou converser, puis je les lirai aux participants. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite avec la présentation de Eva Perusquet, qui est au laboratoire de Mylène Aubertin-Leherdre, qui va nous présenter un projet aussi en collaboration avec Marie-Jeanne Kergoat. Alors, je te laisse la parole, Eva. Je vais d'abord partager l'écran. Bonjour à tous. Merci au comité de me permettre de présenter une analyse que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse et qui visait à évaluer l'efficience du programme d'activité Sprint. Donc, le vieillissement normal est associé à des modifications de la composition corporelle. On va avoir une diminution de la masse musculaire, une diminution de la force musculaire, ainsi qu'une augmentation de la masse adipeuse. Tout ça, ça va amener à une augmentation du risque de chute, mais aussi à un déclin au niveau fonctionnel et physique chez nos personnes âgées. Cependant, tous ces phénomènes-là, dus au vieillissement, ils vont être exacerbés lors d'une immobilisation, comme par exemple avec des comportements sédentaires. Donc, cette étude-là a voulu évaluer le lien entre la sédentarité et la mortalité donc chez les personnes âgées. Donc, c'est des personnes qui ont été suivies sur 10 ans. Donc, ici, sur la figure de gauche, donc c'est des personnes qui sont actives. Donc, il n'y a pas d'incidence, en fait, indépendamment donc, de leur niveau de sédentarité sur leur risque de mortalité. Si on regarde ici au centre chez les personnes inactives, donc ce qu'on remarque, c'est des personnes qui sont inactives mais sédentaires de manière élevée. Ici en vert, vont avoir un pourcentage de survie qui va être moins important qu'une personne inactive mais sédentaire de manière faible ici en rouge. Et ça va être encore plus marqué chez les personnes fragiles, donc sur la figure de droite. Donc, chez ces personnes fragiles-là et qui sont sédentaires de manière élevée, donc elles vont avoir un pourcentage de survie d'environ 50% en moins qu'une personne qui est fragile mais sédentaire de manière faible. Donc, plus on va être sédentaire et fragile et plus le risque de mortalité va être grand. Et cependant, cette sédentarité-là, elle va également être présente lors d'une immobilisation lorsque, par exemple, la personne, elle va être allongée ou bien assise, par exemple, sur son fauteuil devant la télé. Donc, cette étude-là de Pedersen en 2012, donc, ils ont voulu évaluer 24 heures de mobilité. Donc, ici, en noir, c'est le niveau de mobilisation avant l'hospitalisation. Et ici, en blanc, c'est le niveau de mobilisation durant l'hospitalisation. Donc, ce qu'ils ont mis en avant, c'est que les personnes âgées ont passé donc, 6 heures de plus dans la journée allongées, alors qu'on vient de voir que la sédentarité, les comportements sédentaires, ce n'est pas bon pour la santé physique des personnes âgées. Ils ont diminué de 4 heures leur temps passé assis. Or, quand on est assis, on mobilise quand même certains groupes musculaires. Ils ont également diminué de 2 heures le temps passé debout. Mais concrètement, quels vont être les impacts de cette sédentarité-là sur la santé physique des personnes âgées? Donc, ils ont évalué 10 jours d'alitement contrôlé sur la fonction musculaire. Donc, ce qu'ils ont mis en avant, c'est que chez ces personnes âgées-là, ils ont eu une diminution de 3% de la masse musculaire, de 8% de la force musculaire, de 8% de la qualité musculaire, une augmentation de 0,6% de la masse adipeuse et une diminution des performances physiques allant de moins 7 à moins 12%. Donc, même si cet alitement-là, il est contrôlé, donc ce n'est pas forcément représentatif à 100% de ce qui se passe lors d'une hospitalisation, on peut penser justement que ces constats-là vont être encore plus aggravés et accentués lors d'une hospitalisation parce que les personnes sont sous médication et parce qu'elles sont en général aussi plus fragiles.
Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'autonomie, qui est quand même un des marqueurs dans les décisions de retour à domicile pour les personnes âgées. Donc, cette étude-là, ils ont voulu justement évaluer les changements au niveau donc, des activités de la vie quotidienne des AVQ entre l'admission et le congé d'une personne âgée lors d'une hospitalisation. Donc, ce qu'ils ont mis en avant, c'est que 35% de ces personnes-là, donc un patient sur 3, avait une diminution au niveau donc, de ces AVQ. Donc, au vu de toute la littérature, on voit bien que le vieillissement normal, donc, il amène à des modifications de la composition corporelle, une détérioration, mais que l'hospitalisation et l'alitement, et les comportements sédentaires aussi, vont accentuer tous ces phénomènes-là. Et donc, ça va amener à une augmentation des risques de chute, une augmentation aussi du besoin au niveau des services à domicile. Et donc, ça peut amener à des réhospitalisations et donc à une utilisation plus importante des systèmes de santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour essayer de limiter ces effets-là? Donc, l'activité physique, il a été prouvé donc, dans la littérature comme quoi ça aide justement le maintien des performances physiques chez les personnes âgées. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'activité physique durant l'hospitalisation? Donc, c'est un domaine qui est peu exploité. Il y a un maximum de 25-30 études justement qui évaluent l'impact de l'activité physique durant une hospitalisation. Donc, je vais vous en présenter deux études qui sont pour moi les plus marquantes, dont une méta-analyse que voici. Donc, cette méta-analyse, elle a donc retenu 15 études. Sur ces 15 études-là, il y en avait 14 qui étaient supervisées, 10 individualisées, 7 qui avaient besoin d'un équipement spécifique, 8 qui étaient progressives. Donc, sur les 14 études supervisées, il y en a 9 qui ont montré un effet positif sur les performances physiques. Sur les 10 études individualisées, il y en a 6 qui ont montré un effet positif. Sur les 7 études qui avaient de l'équipement, donc l'équipement, ça pouvait être des exergames, de l'équipement de gym ou bien de l'électrostimulation. Donc, il y a 4 des 7 études qui ont montré un effet positif sur les performances physiques. Et enfin, au niveau des études avec la progression, c'est-à-dire les exercices physiques étaient continuellement adaptés tout le long de l'hospitalisation. Donc là, c'est la moitié des études qui ont montré un effet positif au niveau toujours des performances physiques. Ici, là, c'est Martinez-Villa et son équipe qui l'ont fait en 2019. Donc, eux, ils ont mis en place 2 séances donc, de 20 minutes par jour, une le matin et une le soir sur une semaine. Donc, c'était des exercices qui étaient supervisés avec un kinésiologue sur machine et individualisés. Donc, c'est des exercices principalement de résistance, d'équilibre et de marche. Donc, ce qu'on peut voir sur la figure ici à gauche, c'est que les personnes du groupe intervention, ils ont augmenté donc, de 2 points leur score au niveau du SPPB. Or, on sait que cliniquement, une augmentation de seulement 1 point, c'est suffisant en termes de chute et de réhospitalisation. Et eux, en seulement une semaine, ils ont augmenté leur score de 2 points. Alors qu'au niveau du groupe contrôle, il n'y a pas eu de changement. Et ici, sur la figure de droite, ce qu'ils ont mis en avant, c'est que 45% des personnes du groupe intervention se sont senties en meilleure santé donc, à la fin de l'hospitalisation, c'est-à-dire ont une augmentation de 3 points ou plus de leur score au niveau du SPPB, contre seulement 5% pour le groupe contrôle. Et à l'inverse, quand on regarde ici pour le groupe intervention, il y a seulement 5% des personnes du groupe intervention qui se sont senties en moins bonne santé, c'est-à-dire qui ont eu une diminution donc de leur score au niveau du SPPB contre 35% pour le groupe contrôle. Donc, intervenir durant l'hospitalisation, mais ça permet de prévenir le déclin fonctionnel. On peut faire une petite conclusion et un petit récapitulatif de toutes les études qui portent sur l'activité physique et l'hospitalisation. Les points positifs, c'est qu'il y a une amélioration dans plus de 50% des cas au niveau des performances physiques. Et cette amélioration est visible même avec une courte durée d'intervention. Comme tout à l'heure, dans l'étude précédente, c'était seulement une semaine d'intervention. Les études avec progression ne sont pas forcément meilleures que les études sans progression. Et enfin, en ce qui concerne les limites, donc les interventions ne sont pas toujours adaptées ou spécifiques. Le type de programme il dépend souvent du professionnel de la santé, donc ce n'est pas sur des critères qui sont clairement établis. Les séances, elles sont souvent individuelles, donc c'est un physiothérapeute pour un patient, elles sont supervisées, ça demande du matériel de gym. Or, on sait qu'il y a quand même des difficultés en termes de ressources humaines et matérielles dans les hôpitaux. Les variables d'intérêt sont aussi très hétérogènes, donc c'est compliqué de généraliser une conclusion. Et enfin, que ce soit les interventions ou la fréquence et la durée d'intervention, c'est aussi très hétérogène. Donc là, c'est pareil, c'est compliqué d'avoir un consensus sur le meilleur protocole adapté. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le programme SPRINT a été réalisé. Donc, c'est un programme d'activité physique qui comprend 4 niveaux d'exercices différents. Donc, du rouge pour les personnes les plus fragiles, au bleu pour les personnes les plus autonomes.
Donc, ces exercices-là comprennent 2 exercices différents. Le premier exercice, il est fait soit seul, soit avec un proche aidant ou alors avec l'équipe de soins. Par contre, le second exercice, il est toujours réalisé avec l'équipe de soins. Donc, il y a 5% des personnes qui ont reçu le programme bleu, 37% des patients le programme orange et 58% le programme vert. Le programme rouge n'a jamais été prescrit. Dans 37% des cas, le patient a fait le programme avec l'infirmière. Dans 22% des cas, il a fait tout seul. 20% avec le médecin et 4% avec le proche aidant. Donc, en moyenne, sur la durée du séjour, les patients ils ont réalisé 23 séances. Ça fait à peu près une séance par jour. Et la durée donc, de l'intervention, c'était 20 minutes par jour. Le programme, il a en général débuté 5 jours après l'admission. Donc, les objectifs de notre étude, c'était d'évaluer l'effet du programme SPRINT sur les capacités fonctionnelles de personnes âgées hospitalisées, mais aussi d'évaluer son impact sur la pratique et le système de soins. Donc, ici à gauche, vous voyez les critères d'inclusion pour nos participants. Le recrutement, il a duré sur 3 mois. Il y a 78% des personnes qui ont été éligibles. Sur ces 78%-là, il y a 19 personnes qui ont intégré le groupe activité physique et 20 personnes qui ont refusé de participer au programme d'activité physique. Donc, nous, on va se focaliser sur ces 2 groupes-là chez les personnes qui ont été éligibles. Donc, on n'a pas eu de différence entre les patients du programme activité physique et ceux qui ont refusé sur ces paramètres-là à l'admission. Donc, maintenant, je vais vous présenter les résultats de l'objectif 1 qui se concentre essentiellement sur le groupe activité physique. Donc, le premier résultat, c'est au niveau du niveau d'activité physique qui a été évalué avec un accéléromètre triaxial. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes âgées à l'admission passaient en moyenne 62 minutes par jour à des comportements non sédentaires et ce temps-là a augmenté à 102 minutes par jour lors de l'hospitalisation. Donc, SPRINT semble diminuer les comportements sédentaires lors de l'hospitalisation. Ensuite, le second résultat de l'objectif numéro 1, ça va être au niveau de l'équilibre qui a été évalué avec l'échelle de Berg. Donc, cette échelle de Berg-là, c'est un score sur 56 points. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le résultat au score a augmenté entre l'admission et au congé. Donc, on a une amélioration de l'équilibre au congé. Au niveau de la vitesse de marche qui a été évaluée avec le Time Up and Go, donc la vitesse de marche était en moyenne de 0,57 mètres par seconde à l'admission et est passée à 0,64 mètres par seconde au congé. Donc là, pareil, les personnes du groupe activité physique ont augmenté leur vitesse de marche. Et enfin, au niveau du profil de mobilité évalué avec le PFMP, qui est un score sur 63 points, là aussi, on a eu une augmentation entre l'admission et le congé ici en vert. Donc, un petit récapitulatif des résultats au niveau des performances fonctionnelles. Donc, les patients du groupe SPRINT, ils ont augmenté leur performance physique de manière significative, mais aussi de manière clinique. Donc, maintenant, on va passer aux résultats de l'objectif numéro 2. Et un des premiers résultats, c'est au niveau de la durée de séjour. Donc, cette durée de séjour-là a diminué de 11 jours. Donc, les personnes du groupe activité physique ont eu 11 jours de séjour en moins que les personnes du groupe non-activité physique. Ensuite, au niveau de l'orientation au congé, donc il y a 89% des personnes du groupe activité physique qui sont retournées à domicile contre 60% des personnes du groupe non-activité physique. Et dans ces personnes-là qui sont retournées à domicile, donc dans les 89% des personnes qui sont retournées à domicile, il y a 53% des personnes qui n'ont pas eu besoin de soutien à domicile, contre seulement 20% des 60% du groupe non-activité physique. Donc, il y a eu une réduction des coûts pour les systèmes de santé parce que déjà, il y a eu une diminution de 11 jours de la durée de séjour, mais aussi parce qu'il y a eu plus de retours à domicile, mais avec moins de soins à domicile. Donc, si on pouvait faire une petite conclusion en regardant les forces et les limites de cette étude de SPRINT-là, les forces, c'est que les exercices sont simples et sécuritaires, ils sont faciles à implémenter, il n'y a pas de matériel et ça peut être fait dans des petits espaces. Ça a permis de diminuer le temps sédentaire, la durée de séjour, mais aussi d'augmenter les capacités physiques. Les équipes de soins ont été impliquées pendant les séances, donc ça peut être une force parce que ça a permis de motiver les patients, mais ça peut aussi être une limite parce que, comme on a vu tout à l'heure, les personnes ont fait seulement une fois par jour leur programme d'activité physique. Les limites, c'est que le programme, il était choisi par le physiothérapeute. Les exercices, ils n'étaient pas prescrits par le médecin. Il n'y a pas de groupe contrôle, le N, il est petit et il y a seulement un seul site. Donc, c'est dans le but de surmonter toutes ces barrières qu'on a modifié ce programme SPRINT-là pour créer l'outil Match dans une démarche de co-construction. Donc, on a rencontré les physiothérapeutes, les médecins, les équipes de soins, mais aussi les patients et leurs proches aidants. Donc, du coup, cet outil Match-là, il va y avoir une automatisation de la prescription d'exercices parce qu'on a créé un arbre décisionnel.
Donc, ce n'est plus le physiothérapeute qui va décider dans quelle couleur de programme le patient va appartenir, mais c'est en fonction de 3 tests de capacité physique et fonctionnelle. On a aussi ajusté les exercices et on a ajouté un niveau d'intensité. Le programme d'activité physique il va être prescrit par le médecin comme un médicament à tous les jours. Ce médecin va aussi faire un suivi quotidien. Donc, quand il va passer dans la chambre du médecin à tous les jours, il va lui rappeler l'importance de faire de l'activité physique et le remotiver. On veut aussi responsabiliser le patient donc, à faire les exercices par lui-même pour justement, au lieu de le faire 1 fois par jour, pouvoir le faire 2 ou 3 fois par jour. Mais aussi éduquer son proche aidant à l'importance donc, de l'activité physique pour que ce proche puisse le motiver. Et enfin, donc, ça va être un essai clinique, donc on va rajouter un groupe contrôle cette fois-ci, multicentrique, donc avec 5 UCDG différentes, et on va augmenter la taille de l'échantillon. Et enfin, on va également faire une analyse donc, du coût-efficacité pour justement pouvoir prouver l'utilité donc, de l'implémentation de cet outil match-là. Donc, merci pour votre attention et je tiens aussi à remercier donc, tous les acteurs de l'équipe Sprint. Merci beaucoup, Eva. Donc, on est en plein dans les temps et on a donc en masse de temps pour la discussion. Alors, n'hésitez pas à vous manifester encore une fois par les questions-réponses, l'outil conversé ou en levant la main. Alors, est-ce qu'il y a déjà des mains levées? Oh, attendez. Oui, voilà, Benjamin Pajot. Vas-y, Benjamin. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Super. Merci beaucoup pour ta présentation qui est extrêmement intéressante et qui met énormément l'emphase sur l'importance de bouger dans des situations, on va dire, de confinement. Donc je pense que même si c'est dans un contexte d'hospitalisation et pas de confinement de pandémie, ça nous rappelle l'importance de bouger et merci pour ça. J'ai une petite question pour toi. Au début, dans ton rationnel, tu nous as parlé de problèmes de sédentarité. Mm-hmm. Et tu mets en place de l'activité physique, ce qui est très intéressant. Et tu nous as aussi parlé de sédentarité, d'être actif et d'être inactif. Et je voudrais te demander, est-ce qu'il existe une différence entre la sédentarité et l'inactivité physique? Et si oui, comment tu pourrais nous expliquer cette différence entre les deux? Oui, mais en fait, la sédentarité et l'inactivité physique, c'est surtout comment on l'a définit. Après, c'est des critères qui ne sont pas encore actés. Mais la sédentarité, c'est plus sur un mode de vie, donc dans les comportements de tous les jours. Et l'inactivité physique, c'est plus lié vraiment par exemple, à vraiment des comportements d'activité physique. Donc, par exemple, ça peut être de l'activité physique encadrée, vraiment faire du sport. Alors que la sédentarité, c'est plus bouger au quotidien, éviter de rester assis trop longtemps sur une chaise. Et donc, il y a plusieurs critères justement qui permettent d'évaluer ça. Donc, c'est les 150 minutes d'activité physique qui sont recommandées pour les personnes âgées. Après, il y a aussi l'intensité inférieure à 1,5 mètres. Donc, ça, c'est des comportements qui sont sédentaires. Donc, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs critères, pardon. Et c'est vrai qu'actuellement, dans la littérature, ce n'est pas encore clairement établi qu'est-ce qui rentre dans la case sédentarité ou dans la case inactivité. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Bon, merci. J'ai une question ici dans les questions-réponses. Est-ce que le programme était bien accepté par les patients? Oui, justement. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. On voit bien, oui, on voit. Donc oui, le programme, il a été bien accepté par les patients. Donc, dans 74% des cas, les patients étaient vraiment... mais ils étaient contents d'avoir eu ce programme-là. Et ce qui est quand même très important, c'est au niveau du plaisir aussi qu'ils ont ressenti. Donc, dans 96% des cas, ils ont vraiment ressenti un plaisir à faire ce programme-là. Et c'est vrai qu'il y a certains patients qui dans l'étude de match, on a fait une étude pilote et du coup, c'est vrai qu'ils en redemandent en fait. Ils ont envie de continuer, même chez eux à domicile, de bouger, de faire de l'activité physique. Donc oui, ils ont ressenti du plaisir. Je vais me permettre une question corollaire. Tu rapportais 51% des patients qui ont refusé de participer. Est-ce que vous avez examiné, là, tu as présenté rapidement le tableau comparatif des groupes qui ont accepté versus ceux qui n'ont pas accepté. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux groupes-là? Puis est-ce que vous avez documenté les raisons du refus? Les raisons du refus, oui, on les a documentées.
Après, on n'a pas analysé justement, on n'a pas voulu comparer les personnes qui ont accepté et les personnes qui ont refusé, tout simplement parce que c'était vraiment focalisé sur les personnes qui avaient accepté de participer au programme. Donc, on n'avait pas les évaluations au congé des personnes qui ont refusé de prendre part au programme. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas pu comparer les deux groupes et qu'il y a seulement les résultats entre l'admission et le congé, juste pour les personnes qui ont pris part au programme d'activité physique. OK, ouais, je comprends bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ah, Benjamin a levé la main. Donc, une autre question, Benjamin. Attends, je te recherche. Non, je ne te vois plus, Benjamin. Ah oui, voilà. Pardon. Voilà, Benjamin. Une petite dernière question, Eva, après j'arrête, promis. Est-ce que tu peux nous expliquer très très brièvement, sans aller dans les détails, ce qu'est un MET? Parce que c'est revenu assez souvent dans ta présentation et c'est assez important et je pense que c'est quelque chose qui pourrait mériter d'une brève explication. Oui, donc, oula. Le MET, c'est. En fait, là, il est évalué avec l'accéléromètre. Donc, bon, je ne sais pas trop comment on dit en anglais, mais c'est le métabolisme, en gros, à laquelle on va pouvoir mesurer l'intensité. Je mets n'importe quoi là. J'arrive pas à. MET, c'est métabolisme énergétique trace, je crois, ou quelque chose comme ça. En anglais, je ne sais pas exactement comment on le dit. Mais c'est vraiment, en fait, à partir de cette intensité-là, c'est ce qui va nous permettre de voir si un comportement il est sédentaire ou pas. Donc, quand on est à 1,5 mètre ou 1 mètre, ça dépend de la littérature, dans ce cas-là, en fait, c'est considéré comme des comportements sédentaires. Donc, c'est quand, par exemple, on est assis sur une chaise ou sur un canapé devant la télé. Donc, ça, c'est vraiment une intensité de 1 ou 1,5 mètre. Après, plus on augmente l'intensité des mètres et plus l'intensité va être importante. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi déterminer avec l'accéléromètre triaxial le niveau d'activité physique. Merci beaucoup. C'est bon, alors alors voilà, merci beaucoup, Eva. On poursuit donc pour la prochaine présentation, la présentation de Anouk Lepicier, donc du laboratoire de, encore une fois, Mylène Aubertin-Leheudre et collaboration encore avec Marie-Jeanne Kergoat. Anouk, à toi. Bonjour à tous. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez à peu près tous? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, je vous remercie déjà de m'offrir l'opportunité de présenter mes résultats. Mon étude, c'est est-ce que prescrire un programme d'activité physique post-hospitalisation préserve à long terme les capacités fonctionnelles des personnes âgées? Donc, nous savons dans un premier temps qu'un vieillissement normal va être associé à des déclins musculaires et fonctionnels. La littérature nous démontre qu'une immobilisation des personnes âgées, donc une hospitalisation, va venir accélérer ces processus physiologiques et va entraîner une spirale négative vers la dépendance, donc une perte d'autonomie pour ces personnes. Une des solutions que nous relate la littérature est l'activité physique qui est donc reconnue pour maintenir et ou améliorer la santé physique et fonctionnelle de ces patients. Mais l'arrêt de cette pratique de l'activité physique peut être délétère dû au phénomène de déconditionnement. Donc, nous savons que ce phénomène de déconditionnement va entraîner des modifications au niveau de la force musculaire et donc de l'autonomie physique et a des répercussions sur la santé physique et fonctionnelle des personnes âgées. Donc, notre objectif de cette étude, nous sommes posé la question ainsi est-ce que prescrire un programme d'activité physique supervisé durant un temps déterminé est bon à long terme chez les personnes âgées suite à une hospitalisation. Pour ce faire, on a réalisé une étude longitudinale. Donc, notre T1 que vous pouvez voir ici, c'est l'hospitalisation et notre T3, ça a été au minimum 2 ans après l'hospitalisation. Donc, nous avons rappelé les participants de l'étude PASS. Et 2 ans après, nous avons 8 personnes pour le groupe PASS. Donc, le groupe PASS, c'est celui qui a suivi 12 semaines d'activité physique après l'hospitalisation. Et nous avons réussi à obtenir 8 personnes pour le groupe contrôle.
Au niveau des résultats, donc la vitesse de marche qui est un des résultats les plus pertinents de mon étude, car nous savons qu'elle est fortement corrélée à la perte d'autonomie et donc à un risque de mortalité. Donc comme nous pouvons le constater, au niveau de la vitesse de marche normale, il y a une différence significative avec une diminution pour le groupe contrôle. Et un des résultats les plus pertinents est aussi l'évolution, qui elle aussi est significative pour nos deux groupes, avec pour le groupe PASS une augmentation d'environ 7% de la vitesse de marche normale, alors qu'on peut l'observer que pour le groupe contrôle, on a une diminution de 42% de la vitesse de marche normale. Et nous retrouvons ces résultats aussi significatifs pour la vitesse de marche rapide, avec une augmentation d'environ 16% pour le groupe PASS et une diminution d'environ 38% pour le groupe contrôle. Nous savons qu'un des facteurs de la vitesse de marche, c'est le niveau d'activité physique. Donc, nous avons aussi calculé dans notre étude. Notre étude a démontré qu'il y a bien une différence significative entre le groupe PASS et le groupe contrôle au niveau de l'activité physique, avec un niveau d'activité physique supérieur chez le groupe PASS, comme vous pouvez le voir ici, que chez le groupe contrôle. Et le niveau d'activité physique du groupe PASS tend à augmenter. Au niveau de notre conclusion, cette étude pilote a été arrêtée par la pandémie du Covid-19. On observe qu'une intervention en activité physique post-hospitalisation permettrait même 2 ans après aux personnes âgées de conserver une meilleure santé physique et fonctionnelle, et contrairement aux personnes qui n'ont pas eu la prescription en activité physique. Donc, il nous semble important que pour les cliniciens et les milieux d'implanter ces recommandations, même si bien sûr une étude de plus grande envergure est nécessaire avec plus de participants. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et je tiens à remercier Madame Mylène Aubertin-Leuc pour sa supervision pour cette étude, ainsi que les étudiants du Libératoire et toute son équipe, et bien sûr les participants sans qui je n'aurais pas pu réaliser l'étude. Merci beaucoup, Anouk. On a le temps pour une ou deux questions. Alors, j'ai une question ici. Alex, je te donne la parole. Il faut que oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation et pour les bons résultats. C'est vraiment intéressant. Je me demandais comment avez-vous vérifié la conformité? Donc, si les participants du groupe PAT, ils ont vraiment ils ont réalisé l'activité physique. Merci. Pour l'étude PAT, vous voulez dire? Oui, oui. Oui, il y a eu juste après l'hospitalisation. Oui. Oui, il y avait un suivi par téléphone. Ils devaient remplir un carnet de bord et ils notaient le nombre d'exercices qu'ils avaient réalisés par semaine et par jour. Et en fonction de ça, s'ils complétaient tous les exercices, on les gardait dans le groupe PAT. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci, Alex. Une autre question ici dans la boîte questions-réponses. Est-ce que les patients qui avaient reçu le programme PAT ou est-ce qu'ils faisaient d'autres exercices? Il faisait le programme d'activité physique PAT seulement. Mais est-ce qu'ils le poursuivaient à la fin de l'intervention initiale? Il y a certaines personnes qui ont continué à pratiquer, mais à plus faible dose, et d'autres ont arrêté. Non, c'est bien. Est-ce que vous avez documenté s'il y avait... Oh, bon, évidemment, vous avez un petit échantillon, mais est-ce que les gens que vous avez examinés en suivi, est-ce que vous avez une différence de bénéfices entre les gens qui ont continué et ceux qui n'ont pas continué? Non, ça, on n'a pas étudié ce facteur-là. Ouais. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Anouk. On est déjà à la fin et on va pouvoir donc continuer avec la prochaine présentation, donc qui est une présentation orale cette fois-ci attendez, je retrouve ma liste. Donc, c'est Antoine Slegers qui travaille dans le laboratoire de Simona Brambati. Antoine. Alors, vous voyez bien mon écran?
Oui, c'est bon. Merci, bonjour à tous. Je travaille avec Simona Brambati ici au CRUGM. Je suis étudiant au PhD neuropsychologie clinique à l'Université de Montréal et ma présentation d'aujourd'hui concerne la détection d'un trouble sémantique à partir d'un court échantillon de discours. Donc, en quelques mots, ma recherche est transdisciplinaire au sens où j'utilise des outils de la linguistique computationnelle pour répondre à une question en neuropsychologie cognitive du vieillissement. Et donc, pour placer le décor, évidemment, les maladies neurodégénératives sont un enjeu social extrêmement important pour lequel, actuellement, dans la majorité des cas, il n'y a pas de traitement efficace qui est disponible. Et donc, mes travaux s'inscrivent dans une perspective du diagnostic précoce, de prise en charge des patients et aussi d'orientation des services qui leur sont offerts. Il y a des défis dans le champ de recherche auxquels j'essaie de répondre, ou du moins de tenir compte. C'est l'hétérogénéité dans les profils cognitifs et pathophysiologiques des gens qui se présentent en clinique de mémoire ou en consultation générale. Et je m'intéresse à un type de trouble qui affecte le langage. Et on sait que les changements langagiers sont absolument dévastateurs là, pour le proche aidant. Ils sont aussi associés à des coûts supplémentaires pour l'équipe de traitement. Donc, on a toujours besoin de méthodes de dépistage peu chères, non invasives, qui pourraient être mises à l'échelle en multicentrique et dans le contexte actuel aussi, qui sont accessibles possiblement à une adaptation en télépratique. Donc, je m'intéresse à un trouble spécifique, qui sont les troubles sémantiques, qui apparaissent dans de nombreux cas de maladie d'Alzheimer et dans tous les cas de VSAPP, qui est la variante sémantique de l'aphasie progressive primaire. Les troubles sémantiques sont la détérioration progressive des connaissances sur le monde. Et donc, la personne qui développe des troubles sémantiques progressivement perd la capacité à comprendre le langage, mais également les objets autour d'elle et les concepts. Et donc, à les utiliser, à les mobiliser. Et donc, ma question de recherche est qu'à partir d'une courte tâche clinique écologique et non invasive, est-ce qu'on peut détecter dans un échantillon hétérogène la présence ou non d'un trouble sémantique? Donc, pour atteindre ce but, j'ai administré à un groupe de patients que je vous présente tout de suite la tâche de description d'image du pique-nique de la Western of Asia Battery. La consigne est simple. On demande aux patients d'écrire en phrase complète tout ce qui se passe sur l'image. Et donc, une personne en santé, un personnage en santé, pour nous parler, là, dirait, par exemple, donc ici, on a un jeune garçon qui court avec son chien, il fait voler son cerf-volant, puis derrière, on voit une jeune fille qui fait un château de sable. Une personne avec des troubles sémantiques, en revanche, puis là, je grossis le trait, puis je caricature, mais va nous dire, pour parler des deux mêmes éléments, dire, ah bon, là, on a un jeune ici, il est avec son chien, il tient quelque chose dans ses mains, là, c'est dans les airs, puis elle, en arrière, là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Puis donc, on va recueillir ces échantillons, là, c'est 100, 200 mots habituellement, 3 à 5 minutes d'administration. Et donc, on va opérer une transcription de ce discours. Le groupe hétérogène dont je vous parle, c'est 9 patients avec une aphasie progressive primaire, 12 patients avec une maladie d'Alzheimer et 12 contrôles. On est appareillé pour l'âge d'éducation. En contexte de recherche, ils ont eu une évaluation neuropsychologique complète à partir de laquelle on a pu établir la présence d'un déficit sémantique. À partir du Pyramids and Palm Trees Test, un test d'association sémantique non-verbale dans lequel il faut apparier une image, l'image du haut avec la bonne image, dans ce cas-ci, la chenille, le papillon. Et donc, pour les participants qui avaient un score déficitaire à ce test, on les plaçait dans le groupe avec déficit sémantique et les autres dans le groupe sans déficit sémantique. L'idée ici est de venir prédire l'appartenance au groupe directement à partir de la transcription. Donc, en bypassant l'évaluation neuropsychologique, est-ce que je peux identifier les gens qui ont un trouble sémantique? Eh bien, avec une approche de linguistique computationnelle classique, très courante, c'est possible. Bon, comment est-ce que ça fonctionne? C'est simplement des distributions de fréquences de quel groupe avec atteinte sémantique et sans atteinte sémantique. Quelle est la probabilité qu'ils produisent tel ou tel mot.
Et donc, simplement en tenant compte de ça, l'algorithme prend une décision et attribue chaque patient en fonction de la transcription de son discours à un groupe ou à un autre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les mots individuels. Dans ce cas-ci, c'est qu'on se rend compte donc que les mots spécifiques comme le château, la maison, le château de sable, la maison, le plan d'eau qui est à l'arrière-plan, sont plus souvent mentionnés par les gens qui n'ont pas d'atteinte sémantique. Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder ce que les patients font davantage. Donc, ce n'est pas juste qu'ils manquent de l'information, mais aussi qu'ils utilisent des mots dits déictiques, donc pour désigner des lieux, des événements, ça, là, ici, celui-là, elle, là-bas. Eh bien, les patients vont utiliser beaucoup plus de ces mots-là. Donc, c'est intéressant, mais c'est une approche qui est, on va dire, naïve. Donc, on fait simplement donner la transcription à l'algorithme et il nous attribue le patient et l'algorithme a raison dans 84% des cas. L'intérêt, ensuite, c'est de vérifier est-ce qu'on peut booster cette classification-là. Est-ce que je peux identifier avec plus de précision qui a effectivement des troubles sémantiques? Bien, pour ça, j'ai consulté la littérature clinique et j'ai construit un ensemble de caractéristiques dites latentes. Donc, à partir des transcriptions, je vais extraire des caractéristiques issues de la littérature clinique avec tout un dispositif psycholinguistique, des outils linguistiques computationnels, des données massives, de l'agglomération de contenu sémantique automatique. Donc, tout ça est automatiquement extrait des transcriptions. Et je vais choisir les meilleures de ces caractéristiques pour opérer une deuxième classification et voir si je peux, si vous voulez, battre une classification naïve. Donc, les caractéristiques qui ont été retenues sont celles-ci. La classe grammaticale des mots utilisés. Donc, les patients avec troubles sémantiques utilisent, ça c'est issu de la littérature clinique je dirais des 30 dernières années, utilisent moins de substantifs, donc moins de noms, mais en revanche, ils utilisent plus de pronoms et plus de verbes. Les mots qu'ils emploient sont plus fréquents et moins imageables. Donc, la fréquence des mots, c'est à quel point ils sont fréquents dans des corpus de référence. Le mot chien est plus fréquent que le mot ornithorynque, par exemple. Et pour garder le même exemple, l'imageabilité, c'est la facilité avec laquelle on peut se faire une image mentale. Donc, le mot chien est plus imageable que le mot vérité ou devoir, par exemple. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens avec troubles sémantiques utilisent des mots plus abstraits, moins imageables, pour essayer de contourner leurs difficultés sémantiques. Également, on s'intéresse à la quantité d'informations qui est rapportée par les patients et la densité sémantique. Donc, c'est-à-dire que dans une fenêtre de X nombre de mots, les personnes avec des troubles sémantiques sont capables de ramasser moins d'informations ou sont capables de ramasser l'information moins densément que des gens en santé. Je ne m'étends pas davantage sur les caractéristiques. Là. Si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra en parler en questions-réponses. Mais en incorporant, en intégrant les données de la littérature clinique et en construisant un ensemble de caractéristiques, on est capable de classifier avec plus de précision qui a un groupe sémantique directement à partir des transcriptions. Cette slide-là est un peu touffue, mais encore une fois, j'attire juste votre attention pour dire qu'il faut tenir compte de plusieurs phénomènes. Ce n'est pas juste le déficit et l'absence d'information, mais également la présence de marqueurs de difficulté. Comme j'ai tout un cluster de mots, d'hésitation, comme le « E »,« OK »,« voyons »,« comment ça s'appelle »,« je ne sais plus »,« c'est quelque chose »,« c'est quoi ». La présence de ces choses-là aussi dénote, nous permet de lever un fanion pour nous indiquer que la personne a peut-être des difficultés. Et le message aussi ici, c'est qu'il y a toute une variété de caractéristiques différentes qui informent la classification et qui permettent de prendre automatiquement des décisions quant au statut cognitif de la personne qui a passé la tâche. Donc, en quelques mots, l'objectif est atteint. Donc, oui, il est possible, avec un court échantillon de discours, d'identifier les personnes ou la vaste majorité des personnes avec des difficultés sémantiques. Ça nous prend un ensemble de caractéristiques lexico-sémantiques qui sont variées et il faut tenir compte de la littérature préexistante pour prendre les meilleures décisions de classification possibles. Il y a des implications cliniques à ce que je propose. On n'est pas rendu dans une implémentation clinique immédiate, mais c'est une approche qui a un potentiel d'automatisation qui est fort et qui pourrait être utilisée, par exemple, comme une plaque tournante pour orienter les services. Donc, pour décider si tel ou tel patient est plus ou moins susceptible de bénéficier, par exemple, d'une évaluation ou de services en orthophonie, ou bien d'enrôler des sous-groupes de patients dans des essais cliniques pour réduire les coûts, par exemple.
Ça se fait aussi à distance. Et il y a tout un champ de recherche qui s'attache à automatiser le recueillement, la cueillette de ce type d'informations, d'échantillons. J'insiste sur l'importance des données cliniques parce que c'est un champ de recherche qui est absolument, tout à fait effervescent. Puis il y a beaucoup d'équipes qui s'attachent à utiliser des outils de la linguistique computationnelle, notamment la reconnaissance vocale, pour traiter automatiquement des échantillons non évasifs et classer des groupes de patients, des sous-groupes de patients. Mais je pense que c'est important de porter le message qu'il faut informer ce type d'analyse avec la littérature clinique pertinente. Évidemment, il y a des limites à ce que je vous ai présenté. Petit nombre de patients avec 33 échantillons qui n'étaient pas tout à fait équilibrés. Donc, j'avais plus de gens sans troubles sémantiques qu'avec sémantiques. Et j'ai utilisé une seule mesure pour prendre une décision s'il y avait troubles sémantiques ou pas. On peut regarder pour faire autre chose. On peut choisir de détecter autre chose que les troubles sémantiques et construire les groupes correctement. Je me suis limité à une seule mesure ici. Puis pour l'avenir, donc beaucoup de choses sont déjà en cours au laboratoire, en fait. À partir du discours, d'une courte description d'image, on est en train de réussir à prédire la pathologie sous-jacente. Donc, les dépôts amyloïdes au cerveau, par exemple, en imagerie amyloïde PIB, versus des groupes qui seraient TDP43 positifs ou FTLD Tau positifs. Donc, pour distinguer l'Alzheimer des maladies apparentées, donc aller accéder directement à la pathologie. Pour l'avenir aussi, bien évidemment, reconnaissance vocale, ce serait l'idéal. On travaille à partir de transcription. On ne s'est pas intéressé non plus à la structure des phrases. C'est des choses, par contre, qui contiennent de l'information sur l'état cognitif des patients. Donc, on veut aussi s'y intéresser. Puis on développe actuellement des bases de données psycholinguistiques avec des variables qui seraient encore plus sensibles potentiellement et donc on pourrait appliquer à nos échantillons. Puis aussi un pan de recherche qui s'intéresse à l'apprentissage dit non supervisé, donc via des approches de réseaux de neurones artificiels variés. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais dire un grand merci à toute l'équipe au labo, et plus spécialement Simona, qui me supervise avec patience, les organismes subventionnaires, évidemment, le comité organisateur de m'avoir donné l'occasion ici aujourd'hui, puis évidemment à tout le monde pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Et on a déjà une question. Donc, Sylvie Belleville, je te donne la parole, Sylvie. Ah, wow, OK. Donc, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Ah, super. Ben, merci, Antoine, pour cette présentation. C'est assez impressionnant. Puis c'est vrai que ça donne un peu le vertige. On a vraiment l'impression de voir là, les possibilités au niveau de ces approches-là, au niveau du diagnostic. Et c'est très, très impressionnant. Mais je voulais aller un petit peu plus... à discuter un peu avec toi de cette notion de contrainte, parce que tu nous dis bien, oui, il faut contraindre le système, il faut qu'il y ait un peu de top-down quand même, mais en même temps, après, tu nous dis, ça peut nous permettre de différencier amyloïdes des tau. Et à ma connaissance, à moins que peut-être que ça existe, mais est-ce que vous avez des contraintes sur ce qui ferait que tu aurais un tau puis un amyloïde sur la base de la littérature? Est-ce que là, je suis pas sûre que la littérature est à ce point avancée pour dire on est capable de mettre une contrainte à ce niveau de détail. C'est exact ce que vous dites. Actuellement, on n'est pas rendu à prendre des décisions à partir d'une littérature clinique. Donc, on est encore, évidemment, dans des nosographies cliniques, donc les variantes de l'aphasie progressive primaire. Par contre, l'approche, c'est pour ça que j'ai mis dans les pistes futures, c'est qu'on peut exploiter ces approches-là pour aller à la recherche de marqueurs diagnostiques. Mais rapidement, vous avez raison de souligner que c'est assez limité en termes de top-down, ce qui nous permettrait de prédire la pathologie sous-jacente. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'overlap, puis parfois la pathologie associée à un groupe clinique est surprenante. Et donc, dans ce cas spécifique-là, dans cet axe de recherche spécifique, on est plus à la recherche, si vous voulez, des marqueurs dans l'autre direction. Donc, on dirait, je sais pas si on dirait bottom-up. OK. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Je ne vois pas. Peut-être j'ai une question très générale, Antoine, sur justement l'application de la linguistique computationnelle. Ici, tu as souligné qu'il y a une limite ici quant à la taille d'échantillons. J'imagine aussi la quantité de matériel que chaque patient produit. Est-ce que tu as une idée de l'échantillon qui permettrait d'arriver à un outil qui serait généralisable et applicable en clinique? Ce serait quoi la cible d'un échantillon qui te permettrait d'aller plus loin vers les applications cliniques? C'est sûr que ça va dépendre de la question à laquelle on essaie de répondre. J'ai choisi la description d'image parce que avec les personnes qui ont des difficultés en mémoire de travail, mémoire épisodique, exécutive, c'est plus facile d'avoir un support visuel et de le parcourir pour pouvoir produire du langage. Par contre, il y a des gens qui travaillent avec un rappel, simplement le rappel différé des histoires logiques, par exemple, ou le récit d'une histoire de Cendrillon. Donc, il y a d'autres façons de recueillir des échantillons de langage comme ça. Mais c'est l'approche. En fait, on l'a reviewé, cet aspect-là. C'est quoi les tâches qui sont employées, puis quel genre de caractéristiques on extrait. Et c'est encore la description d'image. Dans ce cas-ci, le pique-nique, mais souvent le cookie theft de la BDAE, la scène du vol du biscuit de la Boston Diagnostic Aphasia Examination, ou encore dans la MT86, c'est le vol de banque. Donc, la description d'image reste encore l'outil de choix parce que c'est un échantillon qui est contraint aussi. Et donc, on est capable d'avoir un échantillon qui est considéré comme écologique. Donc, on considère encore que c'est un échantillon qui est représentatif des capacités de communication quotidienne de la personne, mais en même temps qui est contraint avec un contenu prédéfini. Et donc, on peut s'intéresser au contenu lexico-sémantique, ce qui est moins le cas quand on parle, par exemple, d'entrevues autobiographiques ou d'autres tâches plus conversationnelles, qu'on dirait. Il y a un groupe à Toronto, notamment, là, qui fait déjà de ça, qui recueille à distance des échantillons avec le cookie theft, puis qui propose des solutions diagnostiques ou qui flague, si vous voulez, les personnes qui seraient à risque d'avoir une maladie neurodégénérative. Donc, c'est un peu science-fiction, comme vous dites, mais il y a beaucoup de travail qui se fait en description d'image. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais m'en permettre une question corollaire. Est-ce que vous envisagez aussi faire un suivi longitudinal avec ces outils-là pour voir comment l'outil pourrait être aussi un moyen d'évaluer la récupération fonctionnelle puis l'efficacité de différentes interventions? Exact. Dans la cohorte que j'ai présentée, pas du tout, c'est des données secondaires d'une autre étude qui roulait, que j'ai utilisée. Mais c'est aussi l'intérêt d'avoir une tâche relativement standardisée. C'est faire du test-retest à distance, puis de suivre l'évolution des gens, de suivre l'efficacité des programmes. Donc, il y a de la réussite. Je vous parlais de proposer les bons services aux bonnes personnes. Il y a des applications sur téléphone intelligent, des interventions en orthophonie, en ergothérapie pour réhabiliter les gens qui ont des troubles de langage dégénératifs. Eh bien, je pense que c'est le type de tâches puis d'analyse permettrait d'avoir leur juste à faible coût. Évidemment, je vous dis, on n'est pas dans une implémentation clinique à ce moment-ci. Je vais plutôt démontrer qu'on est capable d'identifier des phénotypes cognitifs spécifiques, dans ce cas-ci, le trouble sémantique, à partir d'un court échantillon de discours. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, merci beaucoup, Antoine. Travail assurément très intéressant et à suivre. On a hâte de voir toutes ces applications-là des approches computationnelles appliquées à différents domaines. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. On passe donc au dernier blitz de ce midi avec Mélanie Lebert, donc du laboratoire de Chantal Dumoulin et une collaboration, je pense, oui, avec Joanne Piatto, c'est ça. À toi, Mélanie. Oui, parfait, merci. Excellent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mélanie Lebert. Je suis étudiante au doctorat au laboratoire de professeur Chantal Dumoulin. Et je vais présenter aujourd'hui le protocole d'un projet d'implantation d'un programme de rééducation périnéale en groupe pour le traitement de l'incontinence urinaire chez les femmes âgées. Donc, c'est un projet qui est financé par le CAREC et par le RQRV. Donc, quelques mots sur l'incontinence urinaire pour vous mettre en contexte.
Après 65 ans, c'est jusqu'à une femme sur 3 qui va présenter des symptômes d'incontinence urinaire, avec 25 d'entre elles qui vont présenter des symptômes sévères avec 10 fuites ou plus par semaine. La physiothérapie, plus précisément la rééducation périnéale, est recommandée comme traitement de première ligne pour l'incontinence urinaire. Et l'efficacité de la rééducation périnéale a d'ailleurs été confirmée dans une récente revue Cochrane qui a inclus 31 études. Donc maintenant, si on a un problème qui est répandu et une solution en main, pourquoi aussi peu de femmes reçoivent en réalité le traitement? La réponse est probablement au niveau de l'accessibilité. Si on regarde, sur les 5500 physiothérapeutes en règle au Québec, 225 seulement offrent de la rééducation périnéale et de ceux-là, moins de 50 travaillent dans le système public où la liste d'attente peut aller jusqu'à 12 mois. Et pour la majorité qui travaille au privé, on a des tarifs qui montent jusqu'à 110 $ la séance, donc jusqu'à 1320 $ pour un traitement de 12 séances, avec des listes d'attente aussi, mais d'environ 2 mois plus tôt ici. Alors, en réponse à cette situation-là, le programme groupe a été développé. Donc, c'est un programme de rééducation périnéale qui est offert à des groupes de 6 à 8 femmes pour une durée de 12 semaines à raison d'1 heure par semaine. Chaque séance comprend une partie éducative, suivie d'une partie centrée sur les exercices du plancher pelvien. Et en plus de la séance hebdomadaire d'1 heure, les femmes du programme ont aussi un programme d'exercice à la maison à réaliser 5 fois par semaine. Le programme a été comparé à l'approche individuelle, qui est le traitement usuel présentement, dans un essai clinique randomisé qui a réuni plus de 360 femmes âgées. Et la conclusion de l'étude, c'est que l'approche de groupe est aussi efficace que l'approche individuelle dans le traitement de l'incontinence urinaire. Donc, les prochaines étapes pour le programme groupe, c'est d'un côté, mener une étude d'implantation pour évaluer l'implantation du programme dans 3 sites différents à travers le Québec et parallèlement mener une étude d'efficacité pour évaluer l'efficacité du programme dans un contexte clinique réel. Pour réaliser ça, on prévoit au sein de chaque site de 1, former les physiothérapeutes au programme groupe, puis récolter des données avant le programme, après les 12 semaines du programme, puis dans un suivi 12 mois après le programme. Et finalement, répéter l'expérience à 3 reprises, donc donner l'occasion à chaque site de mener 3 fois le programme complet. Donc, pour répondre à l'objectif 1, on a opté pour un devis mixte avec des entrevues et des groupes de discussion auprès des gestionnaires, des physiothérapeutes et des participants au programme pour discuter de leur expérience au niveau de l'organisation, de la mise en œuvre et de la participation au programme. On va aussi recueillir des données sur les coûts, les listes d'attente et la participation générale au programme. Du côté de l'étude d'efficacité, les participants vont être suivis à travers une étude de cohorte pré-post 1 an pour leurs symptômes d'incontinence urinaire et leur qualité de vie liée à leurs symptômes d'incontinence urinaire. Donc, dès que les mesures sanitaires vont permettre d'organiser des groupes de 6 à 8 femmes âgées dans les cliniques externes des hôpitaux, le projet va se poursuivre et on devrait avoir des résultats préliminaires à présenter dès l'année suivante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, on a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, alors je me permets de t'en poser une dans le contexte actuel, je pense, qui limite justement votre capacité à faire des interventions de groupe. Est-ce que vous avez envisagé ou est-ce que vous envisagez pour l'avenir de commencer à tester des interventions à distance, donc évidemment comme ça se fait en télésanté, en santé mentale, en activité physique? C'est sûr qu'on y réfléchit présentement, puis ce qui serait différent, c'est vraiment la classe, parce qu'il y a toujours l'évaluation qui se fait en individuel, que ce soit pour le traitement individuel ou le traitement de groupe. Donc ça serait quand même en clinique. Mais pour la section groupe, oui, on pense à y aller peut-être possiblement avec Zoom. C'est juste que, comme on s'adresse à un public qui est plus âgé, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir déjà plus de personnes avec une moins grande littératie au niveau de la technologie. Donc, peut-être essayer de favoriser des outils qui sont vraiment avec une interface qui est très accessible ou qui demande moins de connaissances à ce niveau-là.
On a essayé à travers d'autres projets d'y aller plus en téléréadapt. Donc, on a utilisé Zoom pour faire des classes d'exercices pour des femmes qui avaient déjà été évaluées. Ça se passe bien. Il y a certaines personnes qui l'apprécient, particulièrement celles à mobilité réduite qui trouvaient quand même compliqué de coordonner soit le transport adapté ou bien juste le déplacement jusqu'au centre de recherche, descendre les escaliers, puis faire tous les couloirs. Donc, je pense que ça peut représenter potentiellement un avantage, c'est certain. Mais le contact humain est quand même aussi un élément qui aidait les Oui, non, mais oui, je pense qu'assurément, dans toutes les circonstances, quand il y a une possibilité d'intervention en personne, souvent, ça va être favorisé. Mais en fait, même en dehors du contexte de la COVID, comme tu le mentionnes, il y a des gens, soit à cause de la mobilité réduite, soit à cause de la distance, des gens en région qui n'auraient pas accès au service. Peut-être ça pourrait aider l'accès. Puis en fait, moi, je vous encouragerais à discuter avec, en particulier, les équipes de kinésiologues qui font déjà beaucoup de travail pour essayer de transposer leurs interventions pour qu'elles soient faisables à distance. Là, je pense qu'il y aura peut-être un bénéfice réciproque de collaborer. Je vois une question de Alex Anganou. Alex, je te donne la parole. Bonjour, merci pour cette présentation. Une question très importante. J'ai une question concernant les possibilités de recevoir l'effet. Est-il pris en compte le niveau adipeux? Je pense que ce paramètre influencerait-il les capacités à recevoir les résultats des exercices? Y a-t-il des limitations au niveau des capacités musculaires, capacités de faire les exercices? J'ai pas très bien entendu. On parle de limitations? Donc, limitations dans la possibilité de bénéficier de l'intervention, les limitations qui seraient liées à j'ai bien compris, l'indice de masse corporelle ou la capacité physique, motrice, musculaire. OK. Bien, c'est sûr, pour l'incontinence urinaire, l'indice de masse corporelle va être un facteur de risque parce que ça rajoute une pression en plus au niveau abdominal qui va venir appuyer sur le plancher pelvien, donc rajouter un stress supplémentaire. Il y a un projet en cours, mis sur pause temporairement avec la COVID, mais au laboratoire qui cherche à identifier justement les prédicteurs d'un plus grand succès de ce type d'intervention. Et l'indice de masse corporelle va être évalué aussi là-dedans. Donc, pour voir à quel point ça peut nuire à l'efficacité du traitement. Parce que jusqu'à présent, les personnes incluses dans ce type d'études, les critères d'éligibilité, celles qui avaient vraiment un trop grand indice de masse corporelle n'étaient pas incluses dans l'étude parce qu'on considérait que c'était un trop grand obstacle à l'intervention. Mais sinon, on n'a pas prévu de regarder précisément cet aspect-là, mais ça fait partie des critères d'éligibilité si c'est vraiment trop un obstacle à leur participation. Oui. Merci, Mélanie. Là, je vois que Chantal te suggère. Donc, je te laisse 30 secondes. Chantal Dumoulin te demande d'expliquer la dernière diapo. C'est une collaboration intéressante. Je te laisse 30 secondes pour faire ton pitch sur la dernière diapo. Oui, merci. Mais en fait, c'est avec Saturno, le BDiste de la revue Québec Science. Puis c'était pour le projet l'Illustre Recherche avec la FECUM. Donc, on a participé. On est arrivé deuxième position. C'est un concours de vulgarisation par l'image. Donc, on était jumelés avec des BDistes. Et ça, c'est la description du projet qui a été lancé en 4 minutes maintenant, mais qui est disponible en deux pages de BD. Donc, c'est disponible sur le site de la FECUM et sur la page Facebook du laboratoire aussi. En fait, ça serait bien, peut-être qu'on pourrait la mettre sur la page Facebook du Centre de recherche aussi. Je laisse, je ne sais pas si Mylène est encore là. Je vois Sylvie donc, qui dit « Merci à tous ». Merci aux organisateurs, conférenciers. Bonne journée à tout le monde. Alors, je joins ma voix à celle de Sylvie pour vous remercier tous. Merci aux 4 conférenciers d'aujourd'hui. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est une formule qui marche bien. En tout cas, pour moi, je trouve ça très intéressant de voir
les différents projets. On n'a pas l'occasion de se voir en personne depuis plusieurs mois, mais c'est très stimulant de voir que chacun dans nos domaines, on est très actif, on demeure très actif. Fait que vraiment, je trouve ça très, très stimulant. Puis on a beaucoup de boulot chacun de notre côté, mais c'est le fun de voir qu'on aussi, chacun de notre côté, on travaille ensemble à faire avancer chacun de nos domaines. Rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi prochain à midi, encore une fois, pour la suite des Zooms midi de la journée scientifique. Allez, au revoir. Bonne journée à tous.